identiques. Or, un couple composé de deux personnes de même sexe, ça n'est pas la même chose qu'un couple composé de personnes de sexe différent. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel, dans une décision importante de janvier 2011. Non seulement cette jurisprudence est constante au Conseil constitutionnel, mais elle l'est dans tous les autres ordres de juridiction en France. C'est aussi au nom de l'égalité, madame, que vous exprimez lorsque vous prétendez que le texte ne retirera aucun droit, que c'est un droit pour tous, qu'il va en ajouter sans en retirer à personne. C'est rigoureusement faux, parce qu'avec cette réforme, vous allez tarir un peu plus la source de l'adoption pour tous les couples, y compris hétérosexuels, et surtout, vous allez priver des enfants de connaître leurs origines, vous les allez les priver de connaître un père aussi et une mère. Et donc, au nom de cette égalité pour les adultes, vous allez créer une discrimination pour les enfants. Mais il n'y a pas que l'égalité, il y a aussi la conception de la loi. Je pense que la source du droit républicain, ça n'est ni le sentiment, ni à plus forte raison d'ailleurs, et à l'inverse, le rapport de force. Ni le sentiment, j'ai souvent entendu la justification de l'amour comme passeport du droit au mariage. L'amour, vous en conviendrez, c'est le plus grand, c'est le plus beau de tous les sentiments. Et nous allons nous accorder aussi sur ce point-là. Mais l'amour est de l'ordre de l'intime, est de l'ordre de la sphère privée. Et en quoi la loi donnerait un statut public à une relation affective, aussi noble soit-elle, aussi digne soit-elle? Au nom de quoi la République se mêlerait-elle de ce qui ne la regarde pas? Et quand la République se mêle à travers l'officier d'état civil, le maire, de ce qui la regarde, c'est pour constater, devant un tiers, qu'il y a une coïncidence entre l'intérêt particulier d'un couple et l'intérêt général, au travers du renouvellement des générations, au travers de la transmission d'un patrimoine matériel, immatériel de la nation. Et je pense que c'était important de le rappeler. Mais la loi, à l'inverse, n'est pas non plus un rapport de force. Monsieur le rapporteur, je ne crois pas, comme vous l'avez indiqué au cours des auditions, que la loi soit cette expression du rapport de force. Vous l'avez, je vous cite, indiqué comme ce qui est juste et ce que dit la loi, et la loi se réfère à un rapport de force à un moment donné. Mais sur ce texte, c'est quoi la loi du plus fort? Le rapport de force? Est-ce que c'est le droit des adultes contre le droit des enfants? Les grands perdants de cette réforme, mes chers collègues, ce sera les enfants. Ce sont les sans-voix. Ils n'ont pas de relais dans les médias. Et si, quel que soit le banc sur lequel nous siégions, nous acceptions que l'expression du rapport de force soit constitutive de la formation, de la fabrication de la loi, alors que faisons-nous ici? Est-ce que nous sommes convoqués pour n'être simplement que des greffiers qui doivent enregistrer de façon automatique des revendications catégorielles pour les groupes les plus influents? Et si notre boussole n'est autre que celle des désirs et des volontés individuelles, alors où est l'intérêt général? Et comment? Et avec quel concept va-t-on limiter les caprices, les désirs, les volontés individuelles? Non, je ne crois pas à la République du désir, je crois à la République des droits, à la République des devoirs, et je pense aussi que la République, ça n'est pas un self-service normatif auprès duquel chacun viendrait quémander la reconnaissance de son droit ou de sa demande absolument personnelle. Cette réforme, je pense, n'est pas un progrès pour le droit républicain, pas plus qu'elle ne l'est pour la société, pour la civilisation même, puisque vous aviez parlé de réforme de civilisation. Erwan Binet avait indiqué à l'Assemblée, le rapporteur, qu'il s'agissait d'une révolution anthropologique. Oui, bien sûr. Depuis si longtemps, nous vivons dans un monde qui le restera d'ailleurs, marqué par une différence irréductible, par cette complémentarité de la figure masculine et féminine. Et c'est à partir de cette réalité que les sociétés, quelle que soit leur culture, leur religion d'ailleurs, se sont organisées. Elles se sont organisées non pas pour obéir, pour se soumettre à la nature. Elles se sont organisées pour tenir compte de cette donnée objective,
parce que c'était le cadre le plus harmonieux pour leur développement, parce que c'était aussi le cadre le plus universel, parce que tout homme, quelle que soit sa culture, sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, est issu d'un homme et d'une femme. C'est aussi cette dimension universelle que porte en son cœur l'institution et pas seulement le contrat du mariage. Je voudrais rappeler à ce stade les mots très justes qu'avait eu en 2004 l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Le mariage est dans son principe, je le cite, l'union d'un homme et d'une femme. Cette définition n'est pas due au hasard, elle renvoie non pas d'abord à une inclinaison sexuelle, mais à la dualité des sexes qui caractérise toute notre existence et qui est la condition de la procréation et donc de la continuation de l'humanité. Ce n'est pas moi, c'est Lionel Jospin, et je pense que, sincèrement, en remettant en cause cette définition du mariage, vous préparez un bouleversement profond de la société avec deux conséquences majeures sur l'affiliation, j'en ai parlé, les pédopsychiatres, beaucoup de pédopsychiatres nous mettent en garde, madame, bien sûr, tout simplement parce qu'un homme n'est pas une mère comme une autre, et inversement. Je cite, c'est vraiment le hasard, Sylviane Agacinski, la paternité ne sera jamais l'équivalent masculin de la maternité. C'est une évidence qu'il faut rappeler, mais au cœur de cette évidence, il y a la construction psychologique des enfants, et je pense, et je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez à l'esprit, mais je pense qu'au moment où nous discutons ce texte, c'est le fil rouge qui doit nous guider, parce que, au nom de quelle modernité projeterait-on ces enfants dans une origine impossible ? Impossible parce qu'impensable. Impensable parce que ces enfants-là, plus que d'autres, ont besoin de fantasmer la scène originelle de l'engendrement. Voilà. Et un jour, peut-être que ces enfants-là, dans des années et des années, nous le reprocherons. Un jour, peut-être qu'ils en souffriront. La seconde conséquence, c'est sur l'engrenage, sur le processus, madame, que vous mettez en place. Ce texte est un cheval de Troie. Vous ne devez pas mentir aux Français. Aujourd'hui, le mariage et l'adoption. Demain, la PMA et la GPA. La PMA, déjà aujourd'hui, à l'étranger, en France aussi, dans des conditions artisanales. Consultez les médecins, les obstétriciens. Et aussi virtuellement, potentiellement, juridiquement, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui tolère parfaitement des régimes différents, à condition que les statuts de couple soient différents. Mais dès lors que vous autoriserez le mariage pour les couples de même sexe, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme vous indiquera, je cite, que vous ne pourrez réserver de différence de traitement dans l'exercice du droit de procréer en ayant recours à la PMA. Donc, en votant ce texte, déjà, le bras est dans l'engrenage qui va nous conduire à la PMA et après-demain, bien entendu, à la GPA. Et j'entends les objections, qui sont sincères d'ailleurs, qui viennent sans doute aussi du cœur de toutes celles qui vont nous dire « mais non, il n'y a pas la PMA, il n'y a pas la GPA ». Tout se passe comme les choses s'étaient passées il y a un peu plus de 10 ans pour le Pacs, qu'on nous promettait comme étant l'étape ultime. Souvenez-vous, la déclaration d'Elisabeth Bigou. Souvenez-vous, monsieur le rapporteur, votre propre déclaration à l'époque. Eh bien, les mêmes qui aujourd'hui disent jamais trouveront les meilleurs arguments du monde pour tout justifier au nom de l'égalité, au nom de la générosité, parce que ça se fait dans d'autres pays, au nom du progrès aussi. C'est une évidence. Et je pense que c'est là que peut vous conduire cette ambition prométhéenne, cette toute-puissance juridique que vous voulez faire adopter finalement par ce texte. Et je pense qu'au bout de ce texte, il peut y avoir un risque, il peut y avoir même un précipice, celui de la fabrique d'enfants. C'est la raison pour laquelle vous avez le devoir de consulter des Français. C'est un devoir, mais c'est aussi une possibilité juridique sur laquelle je voudrais m'attarder quelques instants. Le référendum est parfaitement dans l'esprit de la Ve République. Il est aussi parfaitement dans la lettre, y compris sur ce sujet. Dans l'esprit, bien entendu, article 3 de la Constitution, vous le connaissez tous, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Article 2, la République, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple a donc la plénitude, vous m'entendez, de la souveraineté démocratique. Il n'y a pas de domaine qui puisse échapper au droit souverain du peuple d'en décider par lui-même. On ne peut pas bâillonner le peuple. On ne peut pas limiter le peuple. Du reste, depuis quand le mandataire aurait-il une compétence plus large que son mandant? Ça ne tient pas. Conforme à l'esprit, le référendum est aussi conforme à la lettre. Alors je sais quel est le prétexte habile mais fallacieux que vous avez trouvé pour nous objecter un faux semblant d'argument juridique. Le sociétal plutôt que le social, et le sociétal n'est pas dans l'article 11 de la Constitution sur le référendum. Un argument facile, un argument admirablement artificiel. Je voudrais vous en donner quelques raisons. Voilà, donc, Monsieur Toubon, oui, il ne siège pas au Conseil constitutionnel, Monsieur Toubon, cher président de la Commission des lois. Premier argument tiré de la Constitution qui proclame que le français est la langue de la République. Bien. Que dit l'Académie française pour définir le social, je cite, qui concerne la société? Que dit ensuite le dictionnaire, par exemple, Petit Robert, pour la définition du sociétal? Deux mots, de société. Donc, mes chers collègues, vous voyez bien que lorsqu'on va aux sources de la signification et des définitions, vous avez deux définitions qui se répondent en écho. Pourquoi? Tout simplement parce que le sociétal est un néologisme qui ne veut rien dire d'autre, mes chers collègues, que le social. Voilà la vérité. D'ailleurs, quels sont les effets de la réforme? Quels sont les effets de la réforme si ce n'est des effets et des impacts sociaux? L'étude d'impact, très lacunaire, l'étude d'impact, d'autres que moi auront l'occasion d'en parler, de doyen Gélard en a parlé d'ailleurs hier, très lacunaire cette étude d'impact, mais elle passe son temps à nous écrire des effets non pas sociétaux, mais des effets sociaux qui impactent le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, les droits sociaux parmi lesquels la retraite, les prestations familiales, la santé, etc., etc. Et dans ce texte, il y a bien l'adoption. Et l'adoption, c'est une compétence des conseils généraux. Pourquoi l'adoption est-elle une des compétences des conseils généraux? Parce que le cœur du métier des conseils généraux, c'est bien la compétence sociale. Et vous voudriez nous faire croire qu'il y a le sociétal et certainement pas le social, alors que ce texte est d'abord un texte qui prétend fonder un autre ordre peut-être aussi social. Mais il y a mieux pour interpréter le texte et surtout le mot social. C'est la Constitution elle-même. La Constitution de 58 qui renvoie dans son préambule au préambule de 1946. Je cite, « Le peuple français proclame comme particulièrement nécessaire à notre temps les principes politiques, économiques, sociaux ci-après. » Que sont ces fameux principes sociaux? Le préambule, le 10e alinéa, je lis, « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » Le social, nous dit le préambule de 46, recouvre, englobe bien, concerne le droit de la famille. C'est une évidence et vous voudriez nous faire croire que ce texte ne concerne ni la famille, ni l'adoption, ni le social. Eh bien, constitutionnellement, c'est faux. Toujours dans la Constitution, article 69, article 70, le Conseil économique, social et environnemental, qui est sorti de l'anonymat pour refuser la première pétition constitutionnelle de notre histoire, la Ve République, 720 000 signatures, eh bien, ce Conseil, qui est social, c'est dans sa dénomination, intègre pas moins de 10 associations familiales. Et justement, pour échapper à cette saisine, il s'est autosaisi sur un thème intéressant, puisque le thème sur lequel le CESE s'est saisi, je vous le cite, les évolutions contemporaines de la famille et de ses conséquences. Eh bien, si le CESE s'estime compétent pour les questions familiales, alors qu'il a dans sa nomination le terme social, c'est bien que famille
renvoie au social et vous ne pouvez pas vous cacher derrière le sociétal, si ce n'est comme d'un faux argument pour ne pas avoir à donner la parole au peuple. Et pourtant, le président de la République, François Hollande, devrait y réfléchir à deux fois.